Le leader de la France insoumise à la découverte des problématiques de la pêche guyanaise. Ce matin, Jean-Luc Mélenchon a rencontré les marins-pêcheurs qui lui ont exposé leur réalité quotidienne à suivre dans ce journal. Et puis Jean-Philippe Delors et Davy Riemann ont consulté les acteurs du monde économique en présence de la présidente de la Chambre de commerce. Le but affiché, à 4 jours des législatives partielles, répondre au mieux aux attentes des entrepreneurs. Enfin, une dizaine d'associations de l'Est et de l'Ouest guyanais ont bénéficié de dons de jouets de la part de l'association Bon Samaritain, des jouets récoltés à l'échelle nationale et redistribués aux plus démunis. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, le leader de la France insoumise à la découverte des problématiques de la pêche guyanaise. Ce matin, Jean-Luc Mélenchon a rencontré les marins-pêcheurs à Cayenne. Ces derniers lui ont exposé leur réalité, pêche illégale, manque d'infrastructures. Un reportage de Pierre Tréfou. Des gros yeux, c'est le regard qu'a jeté Jean-Luc Mélenchon quand il découvre les embarcations utilisées par les pêcheurs guyanais. Pour sa deuxième journée de visite, le leader de la France insoumise est allé à la rencontre des pêcheurs au village chinois à Cayenne. Il n'y a aucune excuse qui dispense la France de faire face à cette situation. Enfin, c'est une honte à l'état pur. Comment une grande nation comme nous peut en être rendue à quelque chose d'aussi lamentable. Quant à la législation européenne, heureusement qu'il y a M. Younous Omarjee pour la faire bouger. Mais maintenant, quand je croise les récits que me fait M. Omarjee, ce que M. Karam me raconte et ce que je vois, je comprends qu'en réalité, pendant certainement des décennies, tout le monde s'en est foutu. C'est ça le fond de l'affaire. C'est que aucun dirigeant n'a pris sa responsabilité à bras-le-corps. Avec le manque de bateaux neufs et d'infrastructures portuaires, c'est la pêche illégale qui vient s'additionner aux conditions difficiles des marins-pêcheurs. La France, qui est le deuxième territoire maritime du monde, déploie sur ce territoire l'équivalent de 2 voitures de police pour toute la métropole. C'est comme si on avait mis 2 voitures de police pour surveiller toute la métropole. Eh bien, c'est l'équivalent de ce que nous avons en navire de surveillance de l'espace maritime français. Alors que les accords de Guyane prévoient un fonds d'investissement pour les pêcheurs, ces derniers n'en ont toujours pas vu la couleur. Ce qui est inscrit dans les accords de Guyane, justement, on a vu un petit peu le défilement du gouvernement actuel, puisque un mot écrit le 1er avril, c'était bien un poisson d'avril, parce que le lendemain, le 2 avril, ce n'était plus un fonds dédié, mais un fonds à percevoir dans un fonds de... Et actuellement, c'est là-dessus que nous traînons. Donc le fonds de redémarrage n'a toujours pas eu lieu, soit disant qu'un fonds de redémarrage, j'ai bien dit, un fonds de redémarrage. Mais maintenant, on veut nous faire croire que c'est un prêt qu'on devrait nous octroyer. Et ce prêt, on ne sait même pas où aller le chercher. Des fonds d'investissement européens sont prévus pour la modernisation du port. Mais en attendant, les pêcheurs espèrent avoir sensibilisé le leader de la France insoumise sur les difficultés des conditions de pêche en Guyane. 2 candidats aux législatives partielles à la rencontre du monde économique, Davy Riemann et Jean-Philippe Delors, ont eu ce matin un entretien avec la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, Karine Sinaï-Bossou. Le but affiché, leur donner des billes de compréhension du secteur économique. Reportage de Gaël Wassim. Davy Riemann et Jean-Philippe Delors, candidats aux législatives partielles en Guyane, étaient ce matin à la rencontre de la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie en Guyane. L'occasion pour eux de faire le point sur le bilan et les perspectives qui seront amenées si l'un ou l'autre accédait au Palais Bourbon. Concertation, écouter les acteurs pour comprendre leurs problématiques. Donc ce matin, la présidente de la Chambre de commerce, Mme Sinaï-Bossou, m'a fait part des difficultés du monde économique, les délais de paiement, l'instabilité normative qui porte atteinte à leur visibilité. Ils n'ont pas de visibilité sur l'avenir et les chefs d'entreprise ont besoin de stabilité normative pour pouvoir bâtir leur stratégie. Je serai une force de proposition et de lobbying auprès du gouvernement et dans les différents ministères pour permettre aux chefs d'entreprise d'avoir les leviers juridiques pour mener à bien leur politique économique, commerciale et fiscale. Fonds européens, accords commerciaux limitrophes et aides au TPE sont autant de sujets apportés et soutenus par le candidat de la France insoumise. C'est très important d'être ici parce que les petites entreprises sont celles qui font le développement de ce pays et qui font l'emploi. Et avec Davy,
nous avons travaillé sur beaucoup de propositions, une vision partagée, notamment par rapport aux fonds européens qui sont investis de manière importante en Guyane et qui viennent en soutien à travers les fonds FEDER, qui viennent en soutien aux petites entreprises. Et nous avons parlé de tout cela. En apportant son expertise et la vision du monde économique guyanais, la présidente de la CCI semble satisfaite de ces échanges avec les deux candidats. Les candidats que nous avons reçus ce matin, nous avons veillé à ce que chacun d'entre eux ait une réponse au monde économique guyanais. Et nous avons fait part que notre souhait sur certains domaines, donc ils nous ont répondu, c'était déjà ça. Donc ceux que nous avons reçus ce matin, ils ont eu des réponses cohérentes par rapport à la problématique que nous avons au quotidien, en tout cas nous, chefs d'entreprise, voilà, pour le développement économique de la Guyane. Ils y sont répondus. Maintenant, nous avons notre vision, nous en ferons part à nos adhérents et puis maintenant, ils décideront leur âme et conscience. De toute façon, les votes, c'est dimanche. Les 40 000 électeurs de la seconde circonscription seront amenés à faire un choix le 4 mars prochain lors du premier tour de la législative partielle. Et puis la révision du schéma de cohérence territoriale est en cours de concertation. Transport routier, aménagement du territoire. Les habitants du centre littoral auront à se prononcer sur ces questions jusqu'à jeudi. Une deuxième réunion publique se tient en ce moment même à l'hôtel de ville à Matoury. Les détails avec Serge Bafo au micro de Gaël Wassim. Alors, il s'agit de mettre en harmonie et de planifier un aménagement du SCOT. Dans ce SCOT, il y a le plan de déplacement urbain, comme son nom l'indique, PDU, et nous jetons cette affaire sur 20 ans. C'est d'aménagement pour de la mobilité, l'aménagement des trottoirs, du transport divers, tels que le fluvio-maritime, à terme, les télécabines, on va passer au-dessus des voitures dans la ville. La réflexion sur les modes doux de transport, les deux roues par exemple, la marche à pied, autour, à côté, le long des canaux existants. Voilà un peu la réflexion que nous lançons les bases sur cette étude-là. La population est invitée et c'est bien pour ça que nous passerons dans chacune des communes, vous l'avez dit tout à l'heure. Hier, c'était à la mairie de Cayenne. Ce soir, c'est à Matoury. À 17h à Rémire, après-demain. Et jeudi à Roura. Donc, toutes les populations de ces communes-là sont invitées à participer, à venir écouter ce que nous projetons dans chacune de ces communes-là en matière de développement urbain. Nous allons revoir les trottoirs, par exemple, qui sont un peu absents un peu dans toutes les communes. Nous allons essayer de réfléchir et voir comment nous allons apporter cette modernité dans la ville de demain. Et puis les rivières de Guadeloupe sont toujours aussi polluées par le chlordécone, un insecticide toxique pour l'être humain. Le dernier relevé de l'Office de l'eau datant du 1er février dernier fait état d'une concentration record du chlordécone. On retrouve 55% de la molécule dans les prélèvements, suivi en deuxième position du glyphosate. Reportage en Guadeloupe d'Yvan Lemar. Chaque année, des études sont menées par l'Office de l'eau de Guadeloupe pour l'Agence française de la biodiversité. Le 1er février dernier, les résultats de mesures effectuées en 2016 ont été publiés. À l'Office, nous menons un suivi réglementaire imposé par la directive cadre sur l'eau. Donc, il s'agit d'une directive européenne qui a vocation à protéger ou restaurer l'état des milieux aquatiques. Donc, l'idée, c'est vraiment d'étudier l'impact de l'homme sur son milieu. Concrètement, nous émettons des commandes auprès de nos bureaux d'études partenaires ou laboratoires qui nous renvoient, qui font les analyses pour notre compte et nous renvoient ensuite les résultats observés. Alors, nous faisons des analyses sur eau, sur sédiments, sur biote, donc tout ça ce sont des analyses chimiques, et nous faisons également des analyses biologiques. Donc il peut s'agir de prélèvements de macro-invertébrés, donc ce sont des espèces qui vivent sur le fond des rivières par exemple. Nous faisons également des suivis sur diatomées, qui sont des espèces d'algues unicellulaires qui vivent sur les roches. Et avec tout cet ensemble de résultats, nous pouvons avoir une idée de la qualité des eaux. Les points de suivi sont situés sur la Basse-Terre et à la ravine des Coudes à Morne-à-l'Eau pour la Grande-Terre. Un peu plus de 7000 mesures sur 26 sites différents ont été effectuées pour 300 substances contrôlées. Ce qui revient le plus souvent, donc à 55% de détection, c'est le chlordécone. Donc on retrouve systématiquement 55% de chlordécone dans nos suivis, et ça depuis plusieurs années. Et puis en deuxième position, on retrouve le glyphosate. Et
et son dérivé. Alors, on retrouve la pollution à la chlordécone est localisée pour la plupart sur le croissant bananier. On en retrouve un petit peu, mais souvent en dessous des normes de qualité environnementale dans la grande rivière à Goyave. Et les autres pesticides, on en trouve quasiment partout, surtout à l'embouchure des rivières. Donc nos suivis sont tant en amont qu'en aval. Et là où on a le plus de détection, c'est forcément en aval des cours d'eau. Les analyses pour 2017 sont en cours de collecte. Le bilan devrait être présenté d'ici la fin de l'année lors d'un séminaire sur les milieux aquatiques. Après le passage du cyclone Maria en septembre dernier, la production bananière de la Guadeloupe a été détruite à 100%, celle de la Martinique à 70%. Le retour à la normale n'est pas prévu avant 2019. La banane française équitable a donc été créée pour favoriser les petits producteurs, ceux qui possèdent 5 hectares maximum. Une nouvelle appellation censée garantir un revenu minimum constant pour ces producteurs antillais. Reportage à Paris de Christian Bonardel et de Carlo Carboni. Ils sont venus à deux honorer la banane française équitable. Les ministres Annick Girardin et Stéphane Travers sont très attendus par les producteurs. Et c'est le fer de lance des États généraux de l'alimentation, le revenu du producteur pour mieux innover, pour mieux investir. Vivre de leur travail, c'est ce qu'attendent les petits producteurs. Ils espèrent ainsi garantir leurs revenus. La banane française équitable, c'est une banane qui permettra à ces petits producteurs d'avoir un revenu régulier sur toute l'année. Mais ce sont des producteurs qui vont respecter un cahier des charges et puis deuxièmement aussi tout ce qui est loi française sur le travail. Pour le consommateur métropolitain, il n'en coûtera que 5 centimes d'euros en plus au kilo. 5 centimes, c'est rien. De toute façon, et puis si c'est pour le produit, c'est très bien, moi, je trouve. J'essaie de manger que des bananes de Guadeloupe ou de Martinique. Parce que c'est meilleur. Et voilà, et le rapport qualité-prix, ça ne se discute pas. La banane française équitable est aussi une réponse donnée à la tentative contestée et avortée de produire de la banane mieux que bio l'année dernière. Nous aujourd'hui on ne sait pas bien faire de bio, on a un producteur bio, mais malheureusement c'est pas si facile que ça. C'est vrai qu'on est peut-être en transition vers ça, mais on n'y est pas encore. Et dans le cadre de la réglementation européenne, aujourd'hui on ne sait pas le faire. Mais c'est vrai qu'on y travaille et l'équitable, c'est une autre dimension. C'est-à-dire que c'est vraiment protéger une petite agriculture familiale et ça, on souhaite vraiment conserver le maximum d'agriculteurs en production. Il n'existe pas de concurrence à la banane française équitable. L'objectif est de permettre aux 420 producteurs antillais de moins de 500 tonnes par an une augmentation de leur rémunération de 40%. Et cette remise de cadeaux de la part de l'association Les Bons Samaritains à leur homologue en Guyane, des jouets collectés à l'échelle nationale et acheminés sur le territoire grâce à un financement de la CTG. Les détails avec la vice-présidente de l'association Le Germe, Marie-Rose Gobert, au micro de Pierre Trifou. Nous ne représentons pas forcément les Bons Samaritains, mais nous collaborons avec cette association. Et donc, son représentant qui était dernièrement en Guyane nous a sollicité pour permettre la distribution sur le sol guyanais. Selon ce qu'il nous a annoncé, si les choses se passent bien, selon comment ça va se dérouler, il y aura des prochaines fois. Mais pourquoi la Guyane a été choisie? Je n'en sais rien. Cependant, semble-t-il qu'à chaque année, ils choisissent un département. Mais d'après ce que nous a dit le responsable des Bons Samaritains, il s'arrangera pour que la Guyane fasse partie des personnes choisies à chaque fois. La CTG qui a acheminé, il parle de 300 cadeaux. 300 cadeaux à diviser à partager plutôt entre l'Est et l'Ouest. Donc je pense qu'équitablement 150 chacun. Bien que l'Ouest, les gens soient moins nombreux, mais quand même, il y a beaucoup plus de défavorisés chez nous. Et notre invité du jour est Ambroise Michel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Les sériphiles vous connaissent sans doute. Vous avez été acteur dans la série Cut et Plus belle la vie, Adil Villa et Rudy Torres. Et aujourd'hui, vous êtes le président du jury du festival du court-métrage Antilles-Guyane. Que nous réservent les 25 participants de cette année?
Alors là, on vient à peine de... Là, on a commencé un petit peu à regarder les premiers films, et ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir un peu de diversité, donc c'est bien. Puis c'est bien de pouvoir voir des films qui viennent des 3 territoires qui sont différents, donc c'est un plaisir de pouvoir aussi, moi, découvrir ce cinéma-là, que je connais moins. Je viens à peine d'arriver de Métropole, c'est pour ça que j'ai ces yeux-là. Alors, il y a 25 participants. Généralement, quels sont leurs profils? Est-ce que c'est des professionnels? Est-ce que ce sont des amateurs qui vous transmettent les films? Enfin, moi, ils ne me le transmettent pas personnellement, mais au festival. Moi, je crois qu'il y a un peu les 3, parce que je sais qu'il y a aussi une partie, une section école. Donc, il y a différents, il y a professionnels, il y a des gens qui ont cette curiosité-là de ce métier-là. Donc, il y a un peu un melting pot, si j'ai bien compris. Je ne dis pas de bêtises. Il y a le responsable qui est pas loin à côté du festival, c'est pour ça que je demande, ça va. D'ailleurs, on voit un extrait d'un film, là, juste derrière vous. Ah ben ça, je l'ai pas vu encore. Un des courts-métrages. Donc, le visionnage est en cours. Comment ça se passe au niveau du jury? Vous regardez désormais, dès à présent, les films et ensuite, vous décidez qui a gagné? C'est ça, c'est-à-dire que, je ne sais pas s'il faut le dire, mais je le dis quand même parce que ce n'est pas grave. C'est-à-dire que quand vous allez commencer, parce que vous allez être là demain pour l'ouverture, la cérémonie d'ouverture, nous, on aura déjà choisi le film. C'est-à-dire qu'entre aujourd'hui et demain, déjà, on va voir les 25 films. On va déjà commencer à voir la première sélection aujourd'hui, demain la deuxième, pour prendre une décision assez vite. Alors, je vois déjà celui-là que je n'ai pas encore vu. Donc ça, je pense que je vais le voir demain. Voilà. Alors, 30 000 € de gains offerts par Canal+, qui est le principal partenaire de ces prix de cours. Quelles sont les opportunités généralement que les gens ont après avoir participé à un tel concours? Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a un prix, parce que souvent dans les festivals, c'est pour ça que j'étais très content de venir aussi sur celui-là, parce que souvent dans les festivals, il n'y a pas forcément de prix. Parfois, il y a même juste un diplôme ou un... Là, c'est quand même le premier que je fais, pourtant j'en fais beaucoup, où il y a vraiment une grosse somme comme ça à gagner, donc c'est pas rien. Puis nous, c'est une charge de responsabilité qui est plutôt honorable, donc on est content de pouvoir donner un prix avec de l'argent aussi pour ces concurrents-là. Après, souvent la suite, le parcours logique d'un réalisateur, c'est qu'il puisse faire 1 ou 2 courts-métrages pour pouvoir après avoir accès à un long-métrage. Après, il y a des vous êtes acteur, mais vous êtes aussi réalisateur avec une vingtaine de réalisations à votre actif dans le théâtre et aussi dans les courts-métrages. Dont on va voir le dernier demain d'ailleurs à la cérémonie de... Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir présidé un jury de courts-métrages comme ça, après avoir fait autant d'expérience dans le secteur? Je suis fier, c'est bien, c'est une fierté, puis de pouvoir... parce que bon, c'est président du jury, c'est surtout de... Il n'y a pas vraiment de... J'ai pas plus de responsabilité que mes camarades. Peut-être c'est juste si à un moment, il y avait on n'était pas d'accord sur certains films et tout, ça permet un petit peu de créer de la médiation, mais sinon, on est tous logés à la même enseigne au niveau du jury. Mais ça va être sujet à discussion. Et je pense que déjà, de ce qu'on a commencé à voir, c'est bien, c'est on sent qu'il y a déjà de la discussion qui va y avoir. Donc cette année, c'est la Guyane qui accueille ce festival. C'est c'est un jury tournant. C'est en Guyane, ensuite ce sera en Martinique. Comment ça s'organise au fil du temps en fait? Pourquoi avoir décidé cette année que ce serait la Guyane? Ah ça, c'est pas moi qui peux vous répondre. Je ne suis que président du jury. Ça, faut demander à l'organisateur. Mais je ne sais pas vraiment comment ils font leur suite de sélection. Je sais que l'année prochaine, c'est peut-être la Martinique, je crois. Donc, mais ça tourne en fait. Je crois que c'est le concept du festival, c'est que ça puisse voyager chaque année dans les différents territoires. Donc ça, c'est cool. Après Cut, Plus belle la vie, vous avez des projets J'arrête pas là. Justement, je viens de finir mon dernier court-métrage qu'ils ont accepté gentiment de diffuser pour l'ouverture. Donc ça, c'est cool de pouvoir aussi confronter mon film au public guyanais. Et puis il y a d'autres choses. J'ai souvent l'été, je dis toujours, j'ai Cut l'été. Et puis l'hiver, je suis sur une autre série qui s'appelle Nina sur France 2, qui a saison 4. Et puis il y a d'autres tournages à venir. Et puis j'espère faire un nouveau film ou court-métrage ou même faire une réalisation télé d'ici peu de temps. Pour ce festival, est-ce que vous attendez à quelque chose? Est-ce qu'on s'attend à quelque chose quand on est président du jury? Est-ce qu'on a des attentes particulières? D'être surpris, moi j'ai envie d'être surpris, d'être embarqué, d'être emmené dans un voyage auquel je ne m'y attendais pas, que ce soit d'ailleurs un format très court comme du 2 minutes ou du 25 minutes, parce qu'on a vraiment différents formats de court-métrage. Et c'est plus de me laisser embarquer, c'est justement de ne pas avoir l'esprit critique, et à partir du moment où un film embarque, ou dans une émotion, dans un style ou dans un esthétisme assez particulier, d'oublier l'analyse, c'est là où, pour moi, le film a gagné déjà beaucoup de galons, quoi. Donc demain, première projection à Cayenne.
du premier court-métrage? Pour moi, oui, tout à fait. C'est la première fois que je diffuse un de mes courts-métrages ici, donc je suis assez content et assez excité de voir, et ça fait un peu peur aussi, évidemment. Est-ce qu'on a un calendrier de tous ces courts-métrages qui seront passés en simultané en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane? C'est ça? Oui, exactement. Oui, c'est-à-dire que les trois sont simultanément dans les trois territoires, donc ça c'est cool. C'est qu'un peu, du coup, même si on ne va pas être au même endroit, mais on va tous partager les mêmes films en même temps, donc ça c'est bien, simultanément. Donc à partir du 28 février jusqu'au 3 mars, Exactement. le festival du court-métrage. Merci beaucoup d'avoir pris du court, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Très bonne soirée à vous. C'est la fin donc de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Le leader de la France insoumise à la découverte des problématiques de la pêche guyanaise. Ce matin, Jean-Luc Mélenchon a rencontré les marins-pêcheurs qui lui ont exposé leur réalité quotidienne. Et puis Philippe Delors et Davy Riemann ont consulté les acteurs du monde économique en présence de la présidente de la Chambre de commerce. Le but affiché, à quelques jours des législatives partielles, répondre au mieux aux attentes des entrepreneurs. Enfin, une dizaine d'associations de l'Est et de l'Ouest guyanais ont bénéficié de dons de jouets ce matin de la part de l'association Bon Samaritain. Des jouets récoltés à l'échelle nationale et redistribués aux plus démunis. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Vous retrouvez demain Chrysler Phillips pour d'autres informations locales et régionales. Très bonne soirée sur ATV Guyane.